Il ne se souvient de rien, ni de la Marseillaise qu'il a pourtant entendue à de nombreuses reprises, ni de ses percées dans le camp adverse, ni même du public qui parfois grondait dans son dos. Chabal, Chabal, on entendait ça dans les tribunes. En dévoilant au grand public son amnésie, l'ex-rugbyman Sébastien Chabal remet sur la table la question des commotions cérébrales dans le sport et pas forcément que le sport de haut niveau. On va revenir sur son témoignage choc. Voyez le sujet préparé par Jeanne Benzina et Guillaume Beaufils. À le voir chanter la Marseillaise sous les couleurs de la France, on aurait pu croire que Sébastien Chabal se forgeait des souvenirs pour la vie. Lui, qui a joué comme rugbyman professionnel pendant 16 ans, vient de révéler que sa mémoire n'en conservait aucune trace. J'ai aucun souvenir, mais quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je ne me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. Je me souviens de rien et des fois j'en parle à la maison et je dis à ma femme, en fait je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Sur le terrain, Sébastien Chabal était connu pour son engagement, multipliant les plaquages et encaissant les coups à la tête. Il se confie le temps d'un entretien, c'est sa vie de sportif et d'homme qui est depuis comme escamoté. Tu te souviens de bons moments quand même de ta vie ? Je sais pas, la naissance de ta fille, des trucs, tu vois, des moments marquants ? Non. Je me rappelle de pas beaucoup de choses, mais vraiment pas beaucoup. J'ai 2-3 souvenirs d'enfance. Et encore, je suis pas sûr que je m'en rappelle. Ah oui, si on t'a raconté. Si on me les a racontés. Tu vois, c'est aussi... Des photos, parfois c'est un mélange de tout. Ouais. Et les médecins, t'es pas allé voir un neurologue ou un truc ? Non. Pour savoir, non ? Quoi faire ? La mémoire ne reviendra pas. Nous avons demandé à un médecin quel impact sur le cerveau pouvait générer la pratique du rugby. Le danger, c'est la commotion cérébrale, lorsque le cerveau risque de buter contre la boîte crânienne. On sait que des chocs répétés peuvent entraîner des dysfonctions cérébrales chroniques, durables, qui peuvent aller jusqu'à des états de démence, donc presque comme un Alzheimer précoce. Depuis la retraite de Sébastien Chabal en 2014, les protocoles en cas de commotion ont été renforcés. Mais ces dernières années, plusieurs anciens joueurs ont entamé des actions en justice. Ils veulent faire reconnaître leur préjudice physique dans un sport pour lequel ils ont tout donné. Laurent Benezech est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes ancien international de rugby, 15 sélections en équipe de France. Et nous sommes également avec Thierry Vildary. Bonjour Thierry. Bonsoir Patrice. Journaliste à France Télévisions Sport, connaisseur du rugby entre autres choses. Nous devrions avoir au cours de cette séquence l'intervention par visioconférence du professeur Sherman, qui est neurologue spécialisé dans les commotions cérébrales et référent aussi pour les clubs de rugby français. Mais tout d'abord, messieurs, votre réaction lorsque vous avez découvert le témoignage de Sébastien Chabal qui dit je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait hier et encore moins des matchs que j'ai joués jadis. Est-ce que ça vous a surpris ? Est-ce que ça vous a étonné ? Laurent, je vous propose de commencer. Alors, comme m'a montré la vidéo hier, j'ai dit non, c'est de l'intelligence artificielle. Vous avez cru que c'était une arnaque ? Oui, c'est une arnaque. Oui. Et ça n'en était pas une. Non, il n'y avait pas d'intelligence impliquée, c'était Sébastien Chabal qui s'exprimait. Et alors, ce qui m'a donné cette impression, c'est qu'on m'a toujours expliqué qu'il y avait deux types de perte de mémoire. Soit elle est partielle à des moments donnés et qui correspondent notamment à des commotions, ce qui pourrait être le cas sur certaines de ces matchs, ou soit elle est totale, et là, il ne se rappelle plus de son nom. Il ne faut pas oublier en plus qu'il est quand même consultant à la télévision, il parle de rugby tous les week-ends. Donc, s'il a tout oublié du rugby, comment il fait pour expliquer ce qu'il voit visuellement ? Donc, j'ai déjà une petite incompréhension par rapport à ça. Et après, il fait quand même partie des premières générations où il commençait à y avoir un suivi. Jean-François Sherman pourra très bien en parler, puisque c'était lui qui était en première ligne à ce moment-là. Enfin, ou dès ses premiers cas, il y a eu un cas avec Christophe Domenici contre l'Italie qui a un peu fait basculer et prendre conscience de ça. Donc je suis très surpris. Enfin, bien évidemment, ce n'est pas le premier joueur à avoir parlé de ce sujet, mais c'est le premier à en parler de cette manière. Donc je suis un peu surpris. Thierry Vildary, Laurent Benezech dit qu'il a été surpris. Est-ce que vous avez, vous, été surpris ? Est-ce que vous dites, au fond, que
Chabal a peut-être, comment dirais-je, noirci un peu les choses. Bon, il y a une déclaration. Ce dont parle Sébastien Chabal, il faut en prendre acte et respecter sa déclaration. Il peut très bien avoir une affection, un problème de mémoire lointaine, etc. De là à faire un lien avec les commotions, eh bien, à l'heure actuelle, personne ne peut le faire puisqu'il dit lui-même qu'il n'a pas consulté de médecin, ni de neurologue, ni de neurochirurgien. Donc on n'a pas d'avis médical là-dessus. Lui, il parle du pâté qui va taper contre la boîte. Voilà. Donc il fait la relation de manière un peu induite. Moi, j'irai pas plus loin que ça. Tant qu'on n'a pas d'avis médical, c'est très compliqué de faire un lien entre ce dont il dit souffrir et éventuellement des commotions. Je pense qu'on peut... Enfin, pour ma part, j'en resterai là pour l'instant. Je prendrai avec beaucoup de prudence le lien entre ce dont il dit souffrir et une réalité de commotion. Alors, lorsqu'on parle de commotion cérébrale, c'est un terme qui peut effrayer, qui peut faire peur. Déjà, une première question vous concernant, Laurent, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir une commotion cérébrale ou pas à la suite d'un match, d'un entraînement ? Alors oui, malheureusement, enfin bien sûr et malheureusement, et notamment mon dernier match en équipe de France, j'ai fait 2 KO dans le même match, ce qui est Jean-François Sherman l'explique très bien, la pire des situations parce qu'il y a une mise en danger vu l'affaiblissement par rapport au premier. Par contre, je suis d'une génération où heureusement ça a resté à des moments espacés suffisamment et assez rares pour qu'il n'y ait pas cette accumulation. Parce que ce qui s'est passé depuis le début des années 2010, c'est l'accumulation des commotions. Et il y a celles qu'on voit et il y a celles qu'on ne voit pas. Il y a des chocs aujourd'hui, il y a une intensité dans les chocs qui fait que les corps résistent parce qu'ils sont préparés, mais le cerveau est obligé de subir l'impact. Et de fait, le joueur, parce qu'on est un joueur, quelle que soit la génération, il est dans le match, il va vouloir naturellement continuer. D'où d'ailleurs le protocole pour les obliger à sortir. Mais ce protocole ne prend en compte que les plus évidentes. Alors, c'est intéressant là, parce que vous dites qu'il y a accumulation aujourd'hui, mais je voudrais qu'on revienne à votre propre expérience. Quand vous dites « j'ai fait 2 KO dans un même match », première question, KO égale commotion cérébrale, c'est-à-dire vous prenez un coup, vous bougez plus, c'est bien ça ? C'est en boxe, un KO, 28 jours d'arrêt. Un KO. Oui. Vous êtes sonné, vous êtes compté, 28 jours d'arrêt. D'accord. Voilà. Deuxième KO, 90 jours. Troisième KO, 1 an d'arrêt. Sans pratique de sport aucun. Et vous, ça a été 28 secondes d'arrêt ou 28 minutes ? C'est-à-dire que 3 minutes, quoi. Là, on est à une époque... Alors, ça se passerait aujourd'hui, vous sortiriez du terrain. Sur le premier KO. Non, sur le premier Ou KO, pas. ce qui se passerait, je sortirais du terrain pour passer le protocole commotion. Et dans certains cas, le joueur arrive à revenir. D'accord. Il n'est pas systématiquement sorti. Mais à l'époque, vous n'avez pas été sorti pour être examiné par un médecin ? Non, sur le premier, non. je me suis relevé après quelques secondes, j'ai repris le jeu. Oui. Par contre, sur le second, j'étais incapable de reprendre le jeu. Je suis sorti, j'ai repris mes esprits dans le vestiaire. Et bien évidemment, j'ai rejoué assez vite. C'est pas 28 jours. Et est-ce que vous avez le sentiment que, à la suite de ce double KO, il y a eu des séquelles ou des conséquences, alors même si elles n'ont été que temporaires, pendant quelques semaines, quelques mois, voire jusqu'à aujourd'hui maintenant, ça fait un petit moment que vous avez arrêté de jouer au plus haut niveau, mais allez savoir. Logiquement, s'il y avait des séquelles aujourd'hui, vous ne m'auriez pas invité pour exprimer. Non, il y a eu des séquelles. Maintenant, quand... Quel type de séquelles ? Des migraines immédiatement après, une fatigue importante. C'est un choc, vous en subissez les conséquences. Par contre, par rapport à ce qu'a toujours bien expliqué Jean-François Sherman, que je connais depuis un certain temps, j'ai pas eu, heureusement pour moi, la durée dans le temps que peuvent avoir certains joueurs aujourd'hui. Alors, allez-y. Les commotions, je vous donne quelques symptômes les plus connus, les plus fréquents. Maux de tête, fatigue, dépression, irritabilité, paranoïa, problème de mémoire, surtout de mémoire immédiate, problème de langage, élocution, désorientation spatiale et temporaire, épilepsie, par exemple. Par exemple. Alors, on parle de lui depuis 10 minutes maintenant. On l'a retrouvé, il est dans le train et je crois qu'il nous entend. Professeur Sherman, bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes neurologue spécialisé dans les commotions cérébrales et référent pour les clubs de rugby. On avait commencé cette discussion en rebondissant sur le témoignage de Sébastien Chabal. Est-ce que vous avez le sentiment, comme c'était un peu le cas sur ce plateau, que Chabal a un peu forcé le trait ou que réellement il est devenu totalement amnésique, mais auquel cas il ne saurait plus comment il s'appelle. Voilà, est-ce qu'il y a une amnésie partielle, totale Ah, bah alors là... On a une amnésie du train, là. Je passe dans un tunnel, je ne peux pas te répondre. Bon, je pense qu'il a entendu la question. Dès qu'il ira à Paris, il nous répondra. Mais... Quelque chose d'intéressant, ce que disait tout à l'heure Thierry, lorsqu'il y a un chaos, aujourd'hui, un protocole, ça, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme un progrès. Je veux dire, aujourd'hui, on le voit d'ailleurs lors des retransmissions sur France Télé, dès que le médecin dit « Attendez, il s'est passé quelque chose, je veux intervenir », on arrête et le joueur, on lui fait faire des exercices particuliers pour voir s'il peut poursuivre ou pas. Ça a été un progrès ou pas ? Quand vous partez de rien et que vous arrivez à quelque chose, un petit peu et toujours un progrès. Maintenant, je pense que c'est pas suffisant, c'est ça ? Ah non, c'est largement. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, pour reprendre à la base, j'aurais quand même, puisque vous m'avez fait faire le parallèle avec ma période, j'aurais quand même mettre aussi en avant un sujet qui me paraît important par rapport à ce qu'on évoque. C'est que j'ai mis une hypothèse et je vais vous expliquer pourquoi. Que c'est pas uniquement le problème de dégénérescence au niveau du cerveau n'est pas qu'un problème de commotion, mais peut-être un problème d'association de commotion et de prise médicamenteuse trop importante. Pourquoi j'émets cette hypothèse ? Parce que quand on prend une population à problème de dégénérescence au niveau du cerveau, donc on a une population qui est la population des seniors, qui est très bien étudiée et très bien suivie. Et il est prouvé, c'est une population qui est en surmédicalisation. On a malheureusement des générations qui ont pris trop de médicaments sur des périodes trop longues. Et il a été prouvé scientifiquement que l'association de cette prise de médicaments trop importante peut amener des dégénérescences avec des pathologies comme Alzheimer. Donc, ce qui se passe dans le rugby correspond à cette logique-là, avec un accélérateur fort qui est la commotion. Donc bien évidemment, c'est une hypothèse, mais il serait temps de se pencher et d'étudier cette hypothèse, parce que là, peut-être qu'on ferait des gros progrès. Alors, on a retrouvé le professeur Sherman. Rebonjour, professeur. Ça vous a surpris, le témoignage de Sébastien Chabal, ou vous avez l'impression qu'il a un peu forcé le trait, en disant « je suis amnésique, je me souviens de rien ». C'est un peu compliqué pour moi de répondre par rapport à un cas particulier. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans les commotions cérébrales, il y a plusieurs manières d'avoir des problèmes de mémoire. Surtout, lorsqu'il y a une commotion cérébrale aiguë, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome de l'automate. Après un impact reçu à la tête, tout d'un coup, on ne se rappelle pas où on est et on peut continuer à jouer au rugby pendant 20-30 minutes ou faire un match de boxe ou un match de football et ne plus se rappeler du tout de ce qui s'est passé. Ça, c'est quelque chose d'assez courant. On peut même oublier, par exemple, 3-4 mois de sa vie. Ça, je l'ai déjà vu. Quelqu'un qui avait complètement oublié que sa femme était enceinte, par exemple, et ensuite, il récupère totalement ses souvenirs. Et après, il y a un blanc totalement sur 30-40 minutes à la suite de l'impact. Après, ce qu'on sait, c'est que quand on a des commotions répétées, on peut tout à fait avoir des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention-concentration. Ça, c'est clair. De là à avoir ces troubles aussi importants, des troubles sémantiques, des troubles justement... C'est quelque chose qui arrive bien plus tardivement et c'est pas tant sur la mémoire autobiographique. C'est surtout sur des difficultés de concentration, des difficultés de stockage de faits récents. Voilà. Professeur, je crois que vous avez suivi au cours de votre carrière 4000 commotions cérébrales. Est-ce que vous avez le sentiment, d'une part, que les rugbymen étaient plus invités dans votre cabinet que d'autres sportifs ? Et secondo, si c'est le cas, est-ce que c'est parce qu'il y a un suivi qui est plus précis et plus sérieux dans le rugby, ou parce que c'est un sport qui est plus violent que les autres ? Non, non, pas du tout. Je peux vous dire que je travaille sur les commotions cérébrales dans le sport depuis 2005. Je m'occupe de l'équipe de France de foot, l'équipe de France de rugby, du Paris Saint-Germain, du Stade français, du Racing, tous les clubs de top 14. Et je peux vous dire qu'on a fait des efforts énormes dans le rugby qui n'existaient absolument pas auparavant. Il y a une prise en charge qui a été révolutionnée avec le neurologue qui doit voir à 48 heures le joueur. Il y a aussi le protocole HIA qui est absolument extraordinaire, dans lequel on est passé de 50% de joueurs qui restaient sur le terrain à 15%. Il y a un médecin maintenant vidéo
vidéo qui avertit l'arbitre quand il y a une suspicion de commotion. C'est extraordinaire ce qui a été fait. Et maintenant, il y a même le carton bleu pour les joueurs amateurs. Et ce qui est important, c'est qu'il faut que ce carton bleu réalisé par l'arbitre, posé par l'arbitre parce qu'il suspecte une commotion, puisse être diffusé à l'ensemble des sports, que ce soit le football, dans lequel il y a aussi des commotions, mais aussi le basket, handball. Je veux dire, il n'y a absolument pas que le rugby qui est touché. Et c'est très important aussi qu'aujourd'hui, on se dise bien que c'est pas parce qu'il y a des témoignages comme ça qu'il faut absolument que les gens arrêtent de mettre leur enfant au rugby et que d'autres sports sont beaucoup plus safe. C'est totalement faux. Je veux dire, autant le rugby que le football, que le hockey, tous ces sports-là peuvent être responsables de commotion. Et il faut juste faire très très attention lorsqu'il y a une commotion, retirer l'enfant ou l'amateur ou même le professionnel de l'art du jeu pour qu'il ne subisse pas à nouveau des nouveaux traumatismes. C'est ça le mot à bien comprendre. Alors, je précise que le carton bleu, c'est quand un joueur se blesse et qu'on lui demande de sortir pour qu'il soit examiné par le médecin. Au niveau amateur, Au niveau parce qu'il n'y a pas un accompagnement médical systématique sur les matchs. C'est voilà. ça qui pose problème. Professeur, nous avons une question de Laurent Bénézèche. Non, c'était pour bien différencier les pertes de mémoire et reprendre dans le cas de Sébastien Chabal, donc qui nous annonce qu'il se souvient d'aucune Marseillaise jouée avant les matchs de l'équipe de France, sachant qu'il a souvent été remplacé en équipe de France, qu'il rentrait donc près d'une heure après la Marseillaise, donc le temps de rentrer sur le terrain, de faire une commotion. Comment il pourrait avoir perdu toute la mémoire de cette partie-là de sa vie, alors qu'elle n'est pas dans une mémoire, enfin dans un instant proche du choc et de la commotion. Professeur ? Moi, si vous voulez, j'ai pas envie de parler du cas de Chabal. Je vous explique exactement ce qu'on peut avoir comme trouble de la mémoire. Encore une fois, on a des troubles de la mémoire comme le syndrome de l'automate, quand on a vraiment un coup sur la tête et qu'on continue à jouer, on ne sait pas où on est, on ne connaît pas les combinaisons du match, on ne sait pas contre qui on joue, ça peut arriver, et on peut même oublier des heures, voire des semaines avant cet impact-là, et donc on n'a aucun souvenir du match dans lequel on était. Ça, on a une amnésie rétrograde, donc on peut tout à fait oublier la Marseillaise, on peut oublier même quand on était dans les vestiaires, quand on a mis ses chaussures, ça c'est pas du tout quelque chose qui me choque. Donc ça peut tout à fait arriver. Après, ce qu'on peut avoir comme trouble de la mémoire, c'est un peu ce qu'on peut avoir avec la maladie d'Alzheimer, quand l'encéphalopathie chronique post-traumatique sont très évoluées, on a des troubles, mais plutôt qui touchent les faits récents, avec des difficultés pour stocker les nouvelles informations, comme un patient Alzheimer qui n'est pas capable de se souvenir de ce qu'il a fait dans la journée. C'est beaucoup plus des troubles comme ça, des troubles de la mémoire récente qui sont touchés, beaucoup plus que de la mémoire rétrograde ou de la mémoire des souvenirs anciens qui plutôt, eux, sont préservés. Question de Thierry Vildary, professeur. Oui, le protocole commotion, c'est effectivement un progrès et une précaution, notamment pour empêcher les deuxièmes commotions, comme par exemple a été victime Laurent Bénézèche. Mais est-ce que c'est suffisant, raisonnable ? Vous dites seulement 15% des joueurs reviennent sur le terrain. Quand on a subi ou une suspicion de commotion, on sait qu'il faut du temps pour arriver à mesurer l'impact d'une commotion. Ça s'évalue dans le temps. Alors, est-ce que c'est suffisant selon vous ? Ou est-ce qu'il faut aller plus loin ? Parce que le rugby est quand même régulièrement confronté à ce débat-là. Oui. Alors, rien n'est suffisant, on peut toujours tout améliorer. Mais moi, j'ai commencé à travailler sur les commotions en 2005, il n'y avait rien qui était fait. Les joueurs ne déclaraient pas leur commotion parce qu'ils étaient arrêtés pendant 3 semaines. On leur faisait une IRM et après, ils jouaient le match d'après. Parce que même s'ils avaient mal à la tête, on considérait que le mal de tête, c'était pas un problème pour rejouer. Donc on a éminemment fait des progrès énormes. Maintenant, je vous dirais qu'il y a encore des choses à progresser, mais il n'y a pas que le rugby. Il ne faut absolument pas que stigmatiser le rugby. Encore une fois, il y a des sports comme le judo, comme le handball, comme l'équitation, qui sont extrêmement traumatogènes, pour lesquels il n'y a pas de protocole aussi élaborés que dans le rugby qui sont réalisés. Autant pour les amateurs, qui représentent 99% des joueurs qui pratiquent le sport, que pour les professionnels. Je veux dire, il faut absolument dire qu'il y a des choses encore à faire, bien sûr, mais en plus, quand on parle des affaires dramatiques qui sont survenues dans le rugby, je vous signale que ce n'est pas des commotions dans le rugby, hein. C'est des plaquages qui, la plupart du temps, touchent donc le plaqueur, et parce que c'est des plaquages hauts. Donc c'est pas la commotion qui est responsable de décès ou quoi que ce soit dans le cadre du rugby. Encore une fois, c'est pas le plaqueur qui va être victime de traumatisme crânien grave, mais le plaqué. Or, dans les commotions, 70%, je dis bien 70%, c'est le plaqueur qui est touché parce qu'il positionne mal sa tête, qu'il arrive en retard, qu'il prend un genou ou alors un impact autre, la tête d'un coéquipier ou la tête d'un adversaire. Donc il faut bien ne pas tout mélanger. C'est important, je dis ça parce que
ça me semble déterminant que les parents comprennent qu'ils peuvent laisser leur enfant pratiquer le rugby, le football, le basket, le handball. C'est pas des sports qui sont si traumatogènes que ça, à condition que lorsqu'il y a une commotion, le joueur sorte de l'aire du jeu. C'est ça qui est fondamental. Ce qui est le plus compliqué à faire. Question de Laurent Bénézèche encore. Je vais aller dans le sens du professeur Sherman. Et ça va répondre à votre question tout à l'heure. Le vrai progrès, c'est sur l'évolution technique du plaquage. Il y a vraiment là, par contre, eu un travail très fort dans les clubs, par les joueurs. Et d'ailleurs, c'est une base aussi d'une punition quand il y a un joueur qui est sorti du terrain sur carton rouge pour un plaquage haut. Il y a tout un éducatif à refaire au niveau du plaquage. Là-dessus, il y a eu une évolution et donc des progrès qui vont avec, qui permettent de limiter, malheureusement, pas les risques, mais au moins la casse. Alors, ce qu'on appelle le plaquage haut, c'est quand un joueur attrape au-dessus de la poitrine. Par le cou. Enfin, c'est déjà au-dessus de la poitrine. On parle de plus en plus de mettre une limite qui pourrait même être visuelle au niveau de la poitrine. Sur le maillot. Et le plaquage se ferait obligatoirement en dessous. Et d'ailleurs, il y a des choses intéressantes alors on ne va pas rentrer dans la technique, entre rugby à 13 et rugby à 15, mais il y a beaucoup plus de commotion à 15 qu'à 13. Et il y a des explications logiques là-dessus. Et il faudrait encore s'y pencher pour continuer à faire évoluer et progresser le rugby à 15 pour qu'il ait beaucoup moins de commotion qu'actuellement. Je ne sais pas si le professeur Sherman est toujours avec nous dans le train. Oui, professeur, les problèmes de mémoire, supposés ou réels, bien ou mal diagnostiqués, peu importe, dont il est question là avec Sébastien Chabal, est-ce qu'ils peuvent être réglés ? Est-ce qu'il y a une chance qu'il retrouve cette mémoire qu'il dit avoir perdue ou c'est irréversible ? Mais encore une fois, je ne veux pas parler du cas de Sébastien Chabal parce que c'est un cas particulier, c'est très problématique pour moi qui suis médecin, pour ce qui est du secret professionnel, pour ce qui est en fait de parler d'un cas particulier. Maintenant, en parlant de... Bien sûr qu'il y a des gens qui ont des troubles de l'attention-concentration, avec des troubles de la mémoire, et ceux-là, ils peuvent, si on les prend en charge dès le début, on peut faire de l'orthophonie, on peut mettre en place des traitements parce qu'il peut y avoir une intrication avec des troubles de l'humeur, c'est-à-dire qu'il y a un syndrome dépressif, il peut y avoir plein de choses. Donc évidemment, moi j'encourage les gens qui ont ce type de troubles à évidemment consulter un neurologue pour qu'on puisse mettre en place des process qui vont améliorer ou en tout cas faire en sorte que les gens soient moins cette problématique de troubles de la mémoire. Mais il y a des choses à faire, bien évidemment, et puis il faut surtout les qualifier, comprendre ce qui se passe. Il faut se poser les bonnes questions. Et quelles seraient ces bonnes questions, professeur ? Je crois qu'on l'a perdu. Alors, déjà faire un diagnostic. Oui. C'est-à-dire que là, Chabal dit je ne vais pas voir le médecin. Aujourd'hui, avec l'imagerie notamment, la médecine a les moyens déjà de savoir quel pourrait être un certain stade pathologique s'il y en a un, et à partir de là, ils ont des protocoles. Donc, le refus qu'il y a dans l'interview de Chabal de voir un neurologue, il faut qu'il change d'avis, là, c'est important. Il faut savoir quand même que ce qui est compliqué, même si la science et la médecine font des progrès parce qu'on se préoccupe de ces encéphalopathies chroniques, c'est qu'on a du mal, y compris par l'imagerie médicale, à avoir des images de l'intérieur du cerveau. Or, quand on pense à traumatisme crânien, commotion, on pense au cortex, c'est-à-dire à l'enveloppe du cerveau. Or, des ondes de choc, le cerveau a une très petite protection par rapport à la boîte crânienne, ça vient taper, c'est une onde de choc qui peut se propager à l'intérieur. Et ça, c'est pour ça que je questionnais le professeur Sherman sur le temps pour évaluer. Parce que les dommages qui sont créés dans le tronc cérébral, et je veux pas jouer les médecins à la place des médecins, mais ont du mal à se voir, peuvent se révéler beaucoup plus tard, et ce ne sont pas des traumatismes ou des lésions qui se voient à la surface du cerveau. C'est pour ça qu'on en sait encore relativement peu, on progresse, mais on sait encore relativement peu de choses sur les dommages créés par les commotions. Il y a des grandes recherches qui sont faites, notamment dans le nord des États-Unis, suite aux problèmes qu'il y a eu dans le foot américain, à Pittsburgh, à Boston, à Chicago. On est en train de lancer des grandes... On crée même une banque des cerveaux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font don de leur cerveau à la fin de leur carrière de sportif. On est en train de créer une banque du cerveau du sport
à Pittsburgh actuellement, parce qu'on peut faire des coupes de cerveau après la mort du patient, du donneur, et voir exactement quels ont été, s'il a subi des commotions, quels ont été les dommages qui ont été créés à l'intérieur. Et ça, on peut le faire que post-mortem. Le diagnostic exact ne peut être fait que post-mortem actuellement. Avant, on a une évaluation, on a des soins, on a des précautions, et on va dans le bon sens. Mais on n'est pas encore, c'est pas une maladie que l'on maîtrise entièrement. Une banque des cerveaux de sportifs de haut niveau. À Pittsburgh, ce sont les Steelers de Pittsburgh, l'équipe de NFL de foot américain. Il y a eu des morts et suite aux commotions dans le foot américain, on en a entendu parler, qui ont créé une fondation avec le médecin qui s'occupait de l'équipe et qui maintenant fait des recherches dans ce domaine. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que disait à l'instant Thierry Vildary, professeur Sherman, à Pittsburgh, donc aux États-Unis, une banque des cerveaux de sportifs de haut niveau, en tout cas pour ceux qui acceptent de l'offrir à la science. Qu'est-ce qu'on peut retirer de concret et à quelle échéance d'une telle initiative ? Ouais, c'est assez extraordinaire. Ces joueurs de foot américains qui ont décidé de léguer leur cerveau à la science pour que justement on comprenne ce qui se passe dans le cerveau, pour savoir justement s'ils sont atteints ou non d'une encéphalopathie chronique post-traumatique lors de leur décès, pour faire avancer la science sur ce sujet-là. Et c'est quelque chose qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années. Ça a été mis en place à Pittsburgh, mais aussi à Boston. Et donc ça permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe, de voir l'importance des anomalies, ce qu'on appelle neuropathologiques, et être certain que les joueurs sont bien décédés, s'ils se sont suicidés par exemple, ou s'ils ont eu un accident ou autre chose. Est-ce que leur pathologie a donc été en rapport avec leur action qui s'est déroulée, quoi. Thierry Vildary. Et il n'y a pas effectivement que des joueurs de foot américains qui lèguent leur cerveau, il y a d'autres sports. Parce que vous le signalez. Il y a le rugby, il y a le foot, il y a tout, il y a plein exactement. Moi, il y a un exemple qui me frappe et dont on parle jamais quand on parle de commotion. C'est par exemple la moto, le MotoGP. Vous voyez les chutes qui sont faites avec le casque qui vient taper, même s'il y a une protection du casque. Et vous avez un cas par exemple de Marc Marquez, qui est un grand champion, multiple champion du monde, dont on voit qu'il a eu des chutes et il chute de plus en plus régulièrement. Il a encore chuté récemment. Je ne sais pas, moi je me pose la question à chaque fois que je le vois, savoir s'il n'est pas sous l'effet de commotion, s'il est pleinement en possession de ses moyens, parce que ça atteint aussi la cognition, l'équilibre, la proprioception, c'est-à-dire la mesure de son environnement, etc. Vous voyez, je ne sais pas s'il a été vu dans le cadre de commotion. Mais effectivement, le cheval, et même par exemple, je prenais tout à l'heure l'exemple du saut à la perche, peut vous procurer des sensations de commotion parce que vous faites des entraînements où vous chutez régulièrement. Et on est inégaux là-dessus. C'est-à-dire quelqu'un va très bien résister dans la boxe à des coups, à des KO, d'autres beaucoup moins bien. Voilà. On n'est pas fait tous de la même manière. Commentaire, professeur Sherman, vous voyez réagir? Je suis tout à fait d'accord. Il y a un truc qui me semble très important à dire, si vous voulez, c'est qu'il y a des études qui ont été faites dans le football, je dis bien dans notre football à nous, qui ont été réalisées sur l'espérance de vie des joueurs de football professionnels. Et on s'est aperçu que sur 3 études, il y a 2 études, l'une écossaise, l'une française, sur plusieurs milliers de joueurs de foot, pour savoir exactement de quoi ils étaient morts, ils ont une espérance de vie qui est augmentée. Moins d'hypertension, mieux. Bon, professeur, je vous interromps parce que voilà, vous disiez qu'il y avait une étude qui avait été faite avec des joueurs de foot. Et oui, chez les jeunes, notamment au Royaume-Uni, chez les petites catégories d'âge, on a interdit de faire des têtes. Ouais. Dans le ballon. Dans le ballon. Alors, précisément, là, on parle du rugby. Le professeur l'a évoqué tout à l'heure, hein, et vous le disiez aussi, judoka, footballeur. Handball, qui est considéré boxe. comme un sport de combat aussi. Parce qu'il y a des gros affrontements. Vous prenez des coups, on vous attrape par derrière. Vous pouvez vous être renversé au sol par un défenseur. Et puis, il y a le cas de Cléopâtre Darleux, gardienne de l'équipe de France de handball, qui a été victime d'une commotion, qui a dû arrêter sa carrière, qui a repris. Il y a des difficultés. Elle va terminer sa carrière à la fin de cette saison, donc dans quelques semaines. Et franchement, moi, on a échangé un petit peu. C'est une championne extraordinaire. Mais on espère qu'il y aura pas de séquelles derrière, parce qu'elle a subi des commotions
très sérieuses. Il y a quand même quelque chose qui est frappant. Le ballon dans la figure. Hein. Lorsqu'on suit le sport, ne serait-ce qu'en tant que sportif de canapé, depuis 30, 40 ans, on s'aperçoit que tout va 100 fois plus vite, que la dimension physique est de plus en plus importante. Enfin, on les voit courir, faire un pressing permanent sur le football. On voit aussi qu'au rugby, et je crois que vous ne me démentirez pas, Laurent Benezech, les gabarits se sont quand même épaissis. Est-ce que, finalement, à force de mettre trop de force dans ces sports, parce que finalement, ça, c'est du muscle, tout ça, on ne met pas aussi les sportifs en danger, au détriment peut-être du spectacle purement technique, ou est-ce que c'est une évolution qui est inexorable et il n'y a rien à faire contre ça? Dans 20 ans, ils seront 2 fois plus épais qu'ils le sont encore aujourd'hui. Si vous mettez la réponse dans la question... Je suggère des choses. Non, mais le sport professionnel fait partie de l'industrie du spectacle. Il veut attirer des spectateurs, ou plus exactement, l'argent des spectateurs. C'est même un spectateur qui doit choisir, par exemple, entre un match de rugby ou un film Marvel, de la licence Marvel, où il y a plein d'effets spéciaux. Mais le sport doit être compétitif dans le côté spectacle, normalement sans les effets spéciaux. Donc il faut que ce soit spectaculaire, il faut qu'il y ait un temps de jeu qui soit le plus long possible pour garder l'attention du public. On peut rajouter des choses à côté. L'équipe de France maintenant a des feux d'artifice, plein de choses pour en faire un beau spectacle. Ça marche, tant mieux pour la fédération. Mais c'est inexorable dans le sens où c'est un spectacle parmi d'autres. Il faut être attractif, donc il faut être spectaculaire. Et dans le rugby, ça a toujours cogné, mais est-ce que ça cogne plus, au bon sens du terme, aujourd'hui que ça ne cognait il y a 25 ans? Dans ma carrière, des joueurs de 140 kilos, j'ai dû en croiser un ou deux. Aujourd'hui, c'est tous les week-ends, plusieurs. Laurent Benezech, c'était les années 95, 98, 2000, le début du professionnalisme. Entre ces années-là et aujourd'hui, les joueurs ont pris en moyenne entre 10 et 20 kilos de masse musculaire, pas de masse graisseuse, de masse musculaire, donc de muscles efficaces, c'est-à-dire des gains de 15 à 20% de puissance supplémentaire. C'est plus d'impact, plus de vitesse, plus de force. Donc forcément, quand ça cogne plus de dégâts. Plus fort, ça fait plus de dégâts. Professeur Schaman, c'est une évolution que vous avez sans doute observée au sein des clubs et auprès des sportifs que vous côtoyez. Est-ce que c'est inexorable et est-ce que c'est regrettable et est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça ou pas? Ok. Je voulais absolument terminer sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est fondamental. En fait, il y a 3 études qui ont montré qu'il y avait une espérance de vie qui était accentuée, enfin qui est plus importante chez le genre de foot professionnel. Et en fait, la seule chose qui augmente, c'est les maladies neurodégénératives, type Alzheimer chez les Écossais, multiplié par 4, chez les Français multiplié par 3. Pas d'augmentation de Parkinson. Et ce qu'ont fait les Suédois, qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils ont réussi à différencier les postes et ils se sont rendus compte que les gardiens n'étaient pas touchés. Donc les gardiens de but suédois, ils avaient une amélioration de l'espérance de vie, ils avaient moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires et pas plus de maladies neurodégénératives. Tout ça pour dire que est-ce que ce sont les commotions qui sont responsables de toutes les pathologies qu'on est en train de voir ou est-ce que ce sont les subcommotions et plutôt des coups un peu moins forts que les commotions, c'est les têtes pour le joueur de football. Par exemple, 3 ou 4 ou 5 000 têtes dans une carrière, c'est monstrueux. Et est-ce que les 10 000 plaquages que font les joueurs de rugby, de foot aussi, est-ce que ce ne sont pas là ces mini-impacts, ou pas mini-impacts, mais ces mini-commotions qui sont responsables de la survenue à long terme d'une maladie neurodégénérative? C'est ça la vraie question actuellement. On s'est posé la question aussi, enfin ça a été repéré dans le foot américain. On était très impressionnés par les gros chocs, les énormes chocs qu'on voyait à la télé. Mais en fait, on s'est aperçu que c'est à l'entraînement, lors des petits engagements, où on vient tête contre tête comme ça, juste faire une mise en jeu comme une ancienne entrée en mêlée autrefois, mais qu'on va répéter des dizaines, des centaines, des milliers de fois dans une saison. Et que c'est ça qui crée le plus de commotion, parce que chaque fois, le cerveau vient hop, taper un petit peu, et ça crée des micro-lésions. C'est pour ça qu'il faut penser aux enfants surtout, et les têtes en football. Moi, je pense que c'est important qu'on réfléchisse à ce que les enfants fassent plutôt des ballons en mousse, des têtes, ou en tout cas à l'entraînement. Il faut que dans le rugby, on réfléchisse aussi aux phases de jeu chez les enfants qui peuvent être plus traumatogènes pour respecter le cerveau. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont en cours en ce moment. Je veux dire,
c'est en cours de réflexion. Il faut bien comprendre qu'on est parti de pas grand-chose. Il faut le voir, ça. Le rugby était un sport amateur jusqu'à 1996. Donc on a quasiment aucune donnée avant, quoi. Messieurs, je fais un rapide tour de table. J'ai envie de vous dire, allez, dans le rugby, puisque c'est un sport que vous connaissez et côtoyez, s'il fallait changer une règle pour plus de sécurité pour les joueurs, ce serait quoi ? Mais c'est voir... alors, ça serait... dans la continuité de ce que j'ai dit sur le rugby à 13, c'est le fait d'empêcher un joueur de tenter de bloquer le ballon au moment du plaquage. Parce que c'est ça qui va provoquer les risques de commotion, enfin qui fait la prise de risque du plaqueur, qui va entraîner des commotions, et ce qui n'existe pas au rugby à 13 parce qu'eux ne font pas de passe, ils gardent le ballon, et qui expliquerait plus facilement le fait qu'ils aient moins de commotion en rugby à 13. Professeur Sherman, une mesure, une idée. Les déblayages. Les déblayages. Moi, je trouve que les déblayages, ça me pose problème. Quand je vois arriver les gens lancés qui déblayent dans les rucks, on ne s'attend pas à prendre un impact. Je trouve ça très embêtant, comme quand on fait les grattages. Un type prend la balle, et il y en a deux qui arrivent sur ses cervicales, lancés comme des obus. Ça, moi, je trouve on devrait interdire les déblayages et les contre-grattages. Voilà. Merci, professeur, d'avoir témoigné dans cette émission. Le dernier mot à Thierry. J'instaurerai un arbitre spécifique sur le jeu dangereux qui ne jugerait que ça et qui interviendrait pour arrêter le jeu et exclure. Sauf que normalement, c'est l'arbitre vidéo qui charge ça. Merci, messieurs, d'avoir témoigné. Merci, professeur Sherman. Bon voyage. Je ne sais pas si vous éloignez ou vous rapprochez de Paris, mais en tout cas... Visiblement, c'est possible. Bon sandwich SNCF au wagon-restaurant. À l'arrêt buffet. Tout de suite, ça va être quoi ? Ça va être vrai ou faux. Ensuite, vous retrouverez l'équipe de Sonia Kironi pour Autrement dit, à moins que ce soit Gilles Banchan, puisque nous sommes vendredi, qui vous présente cette séquence d'infos. À bientôt.